Bonjour, c'est Mac Alban de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis avec Michel Vallée et nous sommes au Jardin de Marie, à Rennes-le-Château. Bonjour. Voilà. Alors, raconte-moi comment tu as découvert Rennes-le-Château et quel est l'intérêt que tu as apporté pour ce sujet-là et à quelle époque, enfin, comment est née la genèse de tout cela. Alors, on peut dire que je suis tombé dedans assez jeune, puisque j'ai commencé à m'intéresser d'abord au trésor sous-marin, et ensuite j'ai un peu étendu la littérature au trésor terrestre. Bon, c'était à peu près en 1968, 67, 68. J'ai commencé par lire certains auteurs qui parlaient d'archéologie sous-marine, mais ensuite il m'est tombé entre les mains le livre de Robert Charroux, Le Trésor du Monde, oui, et il y a tout un chapitre sur Rennes-le-Château. Ça m'avait intrigué, mais bon, pas plus. Voilà, le nom Rennes-le-Château est resté un peu dans ma mémoire. Il y avait Argile aussi. Pardon. Il y avait Argile aussi qui était dedans. Voilà, le verre était dans le fruit. Voilà. et ensuite, par hasard, j'ai retrouvé en 68 donc le livre de Laure de Rennes dans une librairie à Paris. J'ai mis pratiquement 6 à 7 mois pour le lire. Ça ne m'avait pas frappé au départ. Bon, je l'avais acheté, j'ai commencé à le lire, mais bon, ça m'a pas... Et puis, je l'ai relu pendant l'hiver 68-69, et je suis venu la première fois à Rennes-le-Château à Pâques 1969. C'était l'époque où Henri Bution était l'hôtelier du domaine de la Bessonnière. Oui. Un accueil tout à fait chaleureux, et ils ont tous été très chaleureux. Henri Bution était un hôte extrêmement... L'hôtel de la Tour. Voilà, l'hôtel de la Tour, il n'y avait pas de problème. Donc, alors, à l'époque, on va dire, pour reprendre l'expression des antiquaires, Rennes-le-Château était dans son jus. Oui. C'est-à-dire le château était habité par Fatin, Henri Fatin. Le père Fatin, Henri de Marius, était mort l'année précédente, en 68. Et les Corbus n'étaient plus là. Donc voilà. Donc j'ai découvert Rennes-le-Château, j'ai visité, j'ai pris des photos, et puis je suis allé à Rennes-les-Bains, j'ai pris la température en quelque sorte. Voilà. Et petit à petit, je me suis documenté. À l'époque, j'habitais sur Paris, et donc j'étais un hôte privilégié de la Bibliothèque nationale. Donc je me suis constitué une documentation assez... tout ce qu'on pouvait, je ratissais large, tout ce qu'on pouvait récupérer sur le Razès, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, les Visigoths, enfin bon, voilà, je faisais un travail de synthèse. Et puis, bon, je m'intéressais à d'autres affaires de trésors, d'archéologie, etc. Et puis, j'ai fini par me prendre au jeu. Et j'ai rencontré comme ça de temps en temps certains antagonistes. Comme ça, j'ai pu rencontrer Gérard de Sède, Sophie de Sède. J'ai rencontré Pierre Plantard. Enfin bon, j'ai rencontré la plupart des gens qui ont écrit. Pardon. Chérizet. Alors Chérizet, oui, comme je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mais enfin on a échangé des correspondances un peu aigres-douces, parce qu'on n'avait pas du tout la même opinion, la même façon de gérer les choses. Et puis, un jour, j'ai rencontré quelquefois les bonnes personnes, des fois moins, mais enfin, je me suis fait des fois aider. Je reconnais que je me suis fait par exemple aider par l'abbé de Mons pour l'histoire, la partie procès de la Bessonnière, quand j'ai écrit mon livre en 1985, qui a été publié finalement chez Bélisade. Et puis bon, j'ai continué mes recherches avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins d'assiduité. Voilà. En 68, donc tu as pu voir les fameux trous que creusait Bution dans la cuisine. Alors oui, effectivement. Alors dans la cuisine, non, mais je sais qu'il en a fait à partir de la pièce basse
comment ça s'appelle, de la pièce basse où il y avait le restaurant. Et moi-même, je suis rentré dans un souterrain qui était creusé sous le cimetière. Il y avait des lampes, donc il y avait des... Bution avait prêté son électricité à des chercheurs qui voulaient aller sous l'église, en quelque sorte, pas comme on l'a raconté dans la tombe de la Bessonnière, pour aller voir s'il n'avait pas un parchemin secret, qui s'est fait enterrer avec son parchemin. Non, pas du tout. Les gens voulaient aller, ces chercheurs-là probablement voulaient aller sous l'église. Et bon, à l'époque de Charroux qui avait avec Jean-Louis. Alors, Charroux, il avait ce fameux décret. Il ne venait plus déjà. Pardon. Il venait plus après 68. Il était un peu interdit. Même en 62, 63, pour lui c'était déjà la fin. C'était la fin, oui. Et lorsqu'il parle de Corbu, il dit bon ben il a quitté. On voit bien la mention qu'il fait dans son livre, dans la deuxième édition, parce qu'il a fait 2 éditions de Trésor du Monde, c'est intéressant quand même, parce que l'une ne raconte pas la même chose que l'autre, et on voit bien que autant Charroux a quitté ce domaine de la recherche des trésors, et qui plus est celle de Rennes-le-Château, autant Corbu est parti, c'était pas un chercheur, Noël Corbu. Il était curieux quand même. Voilà. Mais il n'avait pas, évidemment, à l'époque, on n'avait pas tous les éléments. Il y avait des éléments qui nous manquaient, il n'y avait pas de recul. C'était très difficile. Voilà. De toute façon, il y a eu 3 phases. 56 avec Salamon avec la dépêche du midi. Ensuite, 67. Lors de Rennes, tant pis c'est parmi nous, 62, mais là on est à Gisors. Mais finalement de Gisors, on va avec les 30 coffres, on vient ici, plus ou moins. À Rennes, oui. Au début c'est Argigny 52, puis après on vient à Gisors, puis après finalement Rennes Château. Et après 82, le mine de Sacré. Et quand tu es venu en 69, quelle était l'atmosphère? Parce qu'on était entre deux eaux. On était à l'époque, en 67, c'était l'or de Rennes, c'était le tabac de l'or de Rennes. Mais ça restait comme local, quoi. Oui, local, non, parce qu'il y avait quand même, il y avait des gens moins qui venaient de partout. Il y avait quand même des gens qui venaient de partout à l'époque de Bution. Alors, il y avait la Cabaret Explore le Temps aussi. Cabaret Explore le Temps aussi, était venu. Non, c'était la roue tourne, je crois. D'accord. C'était la roue tourne. Alors ça, j'ai pas connu, parce que ça, c'était le carré blanc. À 54, c'est les carrés blancs. 55, oui, non, attendez, il est arrivé en 56, non, donc ça devait être en 58, 59, oui. Il faut remarquer que en 1960, j'en avais 10 ans. Oui. Attention, hein. Je suis un vieux mammouth, mais il y a quand même des limites. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai que la transition, la césure s'est vraiment faite avec Lincoln, qui a apporté une vision, j'allais dire, un nouveau mythe. Pas spirituel, mais il a apporté avec le mythe de Marie-Madeleine, dont on ne parlait jamais. Effectivement, du temps de Bution, puisque Bution m'avait expliqué quelques différentes choses, on parlait déjà des jeux de lumière dans l'église, par contre. Alors, on ne parlait pas du 17 janvier, puisque Bution m'expliquait qu'il y avait effectivement, vers le mi-janvier, il y avait des lueurs qui passaient à travers les vitraux, qui donnaient certains effets. Après, il y avait à Pâques, à la Pentecôte, enfin bon, voilà. C'est quelque chose qui était déjà en germe, cette histoire du 17 janvier, bien que effectivement il en est question dans les documents retranscrits par Gérard de Sède, puisque Gérard de Sède fait tout un... donne tout un symbolisme sur le 17 janvier, la transmutation réussie de Nicolas Flamel, enfin différentes choses. Voilà. Donc, il y a un jeu comme ça, faussement symbolique. Il ramasse un peu des différents éléments
ésotérique, ouais, Ouais. et Et c'est une méthode. Hein. la Villa Béthanie, tu avais pu aussi la visiter. À l'époque, il y avait encore le tableau de Mucha, l'Esprit du printemps, de 1894. On voit ce diable, fameux en cache un peu avec ces deux femmes. Alors là, j'avoue qu'à l'époque, moi qui ai dormi dans on va dire, les trois quarts des chambres. C'était très spartiate. Oui, mais bon, j'étais pas là pour ni la gastronomie, ni l'hôtellerie particulière. Non. Alors là, c'est vrai que cette histoire de tapisserie de Mucha, on est passé à côté, quoi. S'il y avait quelque chose à voir, bon, mais il est vrai que, bon, je ne sais pas si ça a de l'importance, enfin je ne crois pas, mais c'était quand même... C'était très connu. C'était de la tapisserie, je veux dire, industrielle, même si elle était, entre guillemets, signée. Elle était désignée, oui. La légende de Brigitte Bardot qui serait venue. Alors, on n'a jamais su, effectivement, on n'a jamais su. Alors, on n'a jamais su si vraiment c'était vrai ou pas vrai. Moi, j'ai vu un article de journal, c'était le Limouxin qui en a parlé. Ça, c'est vrai, mais on n'a pas su si c'était vrai ou si c'était faux. Par contre, Henri Bution m'a raconté que Noël Corbu lui avait dit qu'un jour, il avait eu un coup de téléphone d'un client, et c'était Johnny Hallyday. D'accord. Et il était en tournée dans le coin, enfin à Carcassonne probablement, ou Toulouse, et il avait exprimé, ça doit être une anecdote vraie, et il avait exprimé le souhait de venir dormir ici au domaine. Et Noël Corbu, ça l'a un peu en quelle année c'était ça, à peu près? J'ai pas la date, mais c'était à l'époque de Corbu, donc c'était avant 64. Oui, d'accord. Oui, parce que Corbu a vendu en décembre 64, et en décembre 65. Il est mort peu de temps après. Et oui, bon après, oui, évidemment, il est mort en 68, oui, d'un accident de voiture, ça c'est une autre histoire. Mais c'est pas une malédiction, hein. On se demande. Voilà. Non mais enfin, on en a parlé de ce côté-là. Voilà. L'aventure Pégase, comment elle commence? Alors, je la commence seule d'abord, avec Jean-Luc Chomeil. Jean-Luc Chomeil qui vient de l'ère d'Aquarius avec Daniel Réju, et après il te rejoint. Alors, j'étais lecteur, évidemment, de l'ère d'Aquarius. Voilà, j'avais été lecteur de l'ère d'Aquarius. Et après, il a fait même un numéro, un seul, lorsque l'ère d'Aquarius a terminé, Adra. D'accord. Je ne sais pas si on s'en souvient. C'était la même veine, mais bon, il n'y a eu qu'un seul numéro. L'ère d'Aquarius, je crois qu'il y a eu 9 ou 10 numéros. C'était intéressant à l'époque. Ah oui, puis ils allaient un peu partout. Moi, j'aimais bien malgré tout. Ça, c'était l'époque où il y avait des revues, il y avait la petite revue de Philippe Aki, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Et puis après, il y a eu le Grand Albert, publié par les éditions Lattès. Il y avait des choses comme ça. Quelle était la question? L'aventure Pégase. Ah oui, alors Pégase, Pégase, en fait, bon, c'est une idée comme ça, on en a de bonnes, on en a de bonnes. Et alors, donc c'est en 73, oui, c'est en 73. C'est pas ça que je chercher. C'est parce que j'avais été l'année précédente à Grenoble rencontrer un monsieur Paul Delval, et on devait faire ensemble une revue basée sur l'ésotérisme et les ovnis. Et bon, il s'est trouvé que je me suis retrouvé seul en compétition, quoi, en quelque sorte. Donc j'ai quand même sorti Pégase avec mes propres deniers. Et j'ai fait 6 numéros, et ceux qui connaissent un peu comment fonctionnaient les messageries à l'époque comprennent que si on n'a pas de trésorerie, il est difficile de progresser plus que ça. Par contre, mon ego, on s'est trouvé valorisé dans le sens où Pégase se vendait partout, même sur les Champs-Élysées. On a fini, je crois, le numéro 6 a fini à 10 000 exemplaires. Alors, évidemment, par rapport à d'autres revues, j'entends bien. Mais bon, tout seul dans mon coin. Et alors,
il s'est trouvé qu'au bout de le deuxième ou troisième numéro, je vais laisser parler, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Voilà. Donc, il s'est trouvé que chez des amis, j'ai pu rencontrer Jean-Luc Chaumeil. Alors, bon, évidemment, j'en étais avec mon histoire de documentation sur Rennes-le-Château, etc. Et puis, lui avait rencontré, à ce moment-là, il avait rencontré Plantard. Et bon, il a eu, comment on dit, l'intimité avec Plantard, c'est-à-dire une confiance, comment ça s'est passé, on sait la suite. Et donc, il a bien voulu participer à certains articles. D'ailleurs, on a fait un article sur Jacques Brière, effectivement, Pierre Bougie, qui avait la revue Terre de Feu, je crois. Terre de Feu, pour me souvenir. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? Enfin, on a fait 2-3 articles qui étaient qui étaient pas mal finalement. Là, Chaumeil était excellent. C'est un ami. Il est excellent. C'est l'époque où il était extrêmement productif. En parallèle, il y avait Charivari de Claude et Noël Jacquemart, oui. En 73-74, où il avait fait interview d'ailleurs de Gabriel Carmy, et je te félicite parce que tu as mis en interview, la dernière interview de Gabriel Carmy, justement sur la chaîne aussi. Oui, voilà, oui. L'auteur du Tort du Temps, 73. Oui, on peut retrouver ce petit film sur YouTube. 73-74, c'est des charmants. Il y a Mathieu Paoli, les dossiers dans une mission politique, le Tort du Temps. Ah oui, oui, il y avait une émergence. Il y avait une émergence. Particulière. Alors, on n'avait pas effectivement tous les éléments, on n'avait pas un sens critique très facile à... Il y a Jean-Pierre Monteil en 74. Et Jean-Pierre Monteil, oui. Moi, deuxième à avoir écrit. Lorsque je venais dans les premiers temps à Rennes-le-Château, on mangeait peut-être pas à la même table parce qu'il était avec des amis, mais enfin, je l'ai vu, oui. Après, il y a eu des personnes comme Alain Chatillon, etc. Voilà. Voilà. L'évolution de la sphère et ton avis sur justement tout ce qui était lié aux pérotions, Plantard, tout ça, personnel, je veux dire, sur l'affaire, le côté comment dire, Plantard manipulé, mais il est peut-être manipulé lui par certains services. Je pense aux réseaux gaullistes et ce genre de choses. Ça c'est. Je rentrerai peut-être pas trop dans ce genre de choses parce que je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. En revanche, je sais qu'il cherchait effectivement, entre guillemets, des nègres. C'est-à-dire, il a trouvé quelques porte-plumes en quelque sorte, et je sais qu'il avait voulu, il cherchait à m'enrôler c'est-à-dire, comme il a fait, c'est pas péjoratif, puisque j'ai publié le bouquin et je suis très content, parce que j'ai publié une réédition de Loup. Il y a eu quelques auteurs qui se sont. Pardon. Jean-Pierre. Tu es un peu dans la boucle. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, je suis jamais rentré là-dedans parce que dès le départ, bon, je suis pas plus malin qu'un autre, mais c'est vrai que bon, à la Bibliothèque nationale, j'ai pu consulter tous les originaux, par exemple, de ce qu'on appelle les apocryphes. Et bon, je suis pas très malin, mais je me suis aperçu quand même que c'était pas très net, tout ça, c'était pas, puis historiquement, ça tenait pas trop la route. Et puis, en plus, ça servait pas à grand chose. Moi, on va dire que j'ai des idées fixes, mais pour moi, Rennes-le-Château est une affaire de trésor. La Bessonnière a eu des revenus. Alors, évidemment, il y a les messes, il y a eu des dons qui étaient intéressants, mais il y avait quand même de l'argent trouvé, en quelque sorte. Donc, pour moi, Rennes-le-Château est une affaire de trésor. Donc, malgré tout, c'est un peu comme dans la jungle. On coupe,
on avance. Voilà, on avance au coupe-coupe dans la jungle et on laisse de côté ce qui vous pique ou ce qui vous mord. Donc, voilà. Et donc, c'est un peu comme ça que... Alors, évidemment, c'est pas la science infuse, j'ai publié différentes choses, il y a des erreurs, etc., il y a des interprétations, on est d'accord. Mais jusqu'au jour, parce que je pense que c'est intéressant d'en parler, et ça a mis, j'ai mis quand même plus d'une quarantaine d'années quand même. Il y a cette histoire de trésors probablement trouvés par la Bessonnière en dehors du village. Oui. Voilà. C'est ce que disait Plantard tout autour. Ouais, mais voilà, c'était la belle histoire. C'est la belle histoire. La façon dont tu la racontes. Voilà, oui, c'est un peu comme Lincoln qui nous dit Rennes-le-Château, c'est un trésor, il n'y a qu'à se mettre sur le panoramique. Mais comme à Gisors, après on nous emmène un autre. Mais ça, c'est pas avec ça que la Bessonnière a pu faire construire ni la vente de cartes postales, comme certains le disent, ni la vente de meubles, ni de choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué que c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est pas aussi simple que... Parce que si c'était facile de faire fortune en vendant des cartes postales à Rennes-le-Château, ça se saurait. Il y aurait quelques candidats déjà. Et donc, petit à petit, j'en suis arrivé au fait que la Bessonnière avait bien trouvé quelque chose au terme de différentes années de recherche. Donc, je ne sais pas si on en parle de faire, voilà. Bien sûr. Donc, parce qu'il faut résumer quand même, bon, évidemment, on ne va pas raconter toute l'affaire de Rennes, tous les hypothèses de trésors entre les Blancs de Castille, les Templiers, les Cathares, tout ça, les Visigoths, tout ça, ça ne tient pas trop la route parce que les Cathares, bon, je ne vais pas détailler pourquoi je ne suis pas d'accord sur chaque chose, mais ne serait-ce que le trésor des Cathares, d'abord il n'y avait pas de vrai trésor, et c'était surtout de l'argent en banque qui a fini chez les Lombards, en Italie. Mais enfin bon, ça c'est un autre volet de la question. Petit à petit, d'après les renseignements que j'avais, j'ai appris que une jeune fille qui s'appelait Josette Barthes avait fait une découverte d'un dossier dans la bibliothèque à l'époque de Marie, c'est-à-dire dans les années, on va dire, 37-38, 1937-1938. Alors, cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée. Alors, plusieurs personnes l'ont rencontrée et, alors évidemment, elle racontait beaucoup de choses pas très sérieuses, mais elle avait quand même un fond d'histoire. Plusieurs personnes avec qui j'ai parlé m'ont raconté, fait un petit compte rendu, et à chaque fois, le fond de ce qu'il racontait était identique. Il y a toujours un noyau intéressant. Et c'est ainsi qu'on a fait des recherches avec Michel Azens. On a fait des recherches sur Chanteyrac. Ouais. Voilà, parce que ce nom avait été lancé de Chanteyrac. Il s'est trouvé que bon, c'était le dernier évêque d'Alais, et on sait qu'il s'est exilé à Sabadell à Barcelone en 1792, en septembre, mais auparavant, il y a des inventaires de sa fortune et des inventaires après son départ. Et il se trouve qu'entre les deux, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. Il reste quelques chaises percées, quelques vieux micelles, etc. Et nos recherches, aussi bien aux archives qu'auprès de la famille de Chanteyrac, nous a apporté des éléments de preuve, comme quoi les deux neveux étaient venus exprès, avaient fait une boucle, enfin, avaient fait un détour pour venir jusqu'à Lettres, et pour
pour probablement cacher cette fortune. Alors attention, c'est la fortune personnelle de l'évêque et non pas le trésor de l'église, c'est-à-dire de la cathédrale. Non, c'est pas ça. C'est la fortune personnelle de l'évêque. Et donc après, après les renseignements que j'avais, qui me viennent essentiellement, enfin, la base, je veux dire, après toutes les recherches ont été faites pour confirmer ce que je savais, m'ont été données par Antoine Captier et Claire Corvu. Il n'y a pas de problème. J'ai rien inventé du tout. On a fait que suivre une piste avec les documents d'archives. Il n'y a pas du tout d'hypothèse. C'est pas comme on a laissé penser que d'un seul coup je m'étais levé un matin puis j'ai dit tiens, ça serait le trésor de Santerrac, pourquoi pas. Non, non, il y a tout un cheminement de pensée et du coup on en est arrivé là. Et la suite montre que il s'était fait aider par le mari d'une des deux sœurs de lait, celle qui habitait Rennes-le-Château, et il y avait donc une galerie près d'un endroit, alors là, près d'une ruine, on va dire, et c'est là que la Bessonnière a fait ses recherches et a atteint. Alors, il était indiqué qu'il y avait une salle voûtée. Donc, il y avait une sorte de galerie qui ne devait pas être très très longue, mais en très mauvais état, et la salle voûtée. C'est pour ça que moi j'ai pensé que la ruine en question devait être une de ces tours de guet, comme on en trouve, ce qu'on prend pour des moulins. La réflexion que est venue confirmer la chose, c'est que lorsqu'on lit le mémoire de Gibrac-Lescure, elle dit les gens se trompent, ce ne sont pas des moulins, ce sont des tours à feu, c'est-à-dire des tours à signaux en quelque sorte. Et je pense que l'une des tours à signaux qui dominait la vallée de la Salse, c'était celle-là. Alors, le lieu, il est circonscrit, si vous voulez, et donc la Bessonnière a dû travailler. On peut comprendre qu'il a mis du temps parce qu'il n'a pas eu les renseignements tout de suite, et il a fouillé il avait des renseignements pas complets. Et il a fouillé dans le cimetière, et c'est au bout d'un moment qu'il a fini par comprendre que c'était... Alors, il y avait une histoire de parchemin, Josette Barthes en a parlé. Alors tout ça, ça a été brûlé à la demande de Marie Denarnaud. Mais ce que Josette Barthes raconte, ce sont des souvenirs d'adolescente. Voilà. Donc, elle raconte ça. Mais le problème, c'est qu'elle raconte ça, mais elle n'a jamais fait de recherche. Donc elle a rien vérifié du tout. Et le grand parchemin sur lequel il y avait la liste des objets, alors là, je pense que ce parchemin a été confectionné après la cache, dans les jours ou dans les semaines qui ont suivi la cache originelle, et puisqu'en bas, il y avait les versets d'Ézéchiel. Et avec ces versets d'Ézéchiel, vous pouviez trouver la cache. Bon, ça paraît complètement, ça fait un peu ça paraît un peu roman, ça fait un peu roman, mais je ne sais pour rien, l'histoire est ainsi. Et effectivement, lorsqu'on interprète les versets d'Ézéchiel, on comprend, et qu'on sait où on est, on peut se guider. Voilà. Et donc, ce que je dis est également corroboré dans le cahier, dans le journal de la Bessonnière, dans les commentaires qu'en fait Patrick Monsior. Si on ne veut pas me croire, croyez-en un petit peu Patrick Monsior, qui quand même, je pense, a fait ses preuves au niveau de recherche archivistique, malgré tout.
Et donc il est dans la même situation que moi, il a les mêmes renseignements, il est arrivé aux mêmes conclusions. Sauf que, donc en 1908, ainsi qu'on le savait, mais lui il a trouvé des preuves écrites, il y a eu une abondance de neige et le souterrain qui était déjà fragilisé par les va-et-vient les progressions de la Bessonnière, fait qu'il s'est effondré. Et donc ils ne sont plus retournés, il n'est plus retourné, aussi bien que la personne avec qui l'aidait, il n'est pas retourné sur les lieux. Alors, tout ce que je raconte avait été raconté par Marie-Hélène Arnaud à Josette Barthes, qui l'a... Josette Barthes, évidemment, on ne s'est pas intéressé à Rennes-le-Château, etc. Mais elle a commencé à raconter son histoire sur le tard. Elle était déjà âgée, elle est décédée il y a quelques années. Mais et alors elle a raconté beaucoup de choses qui n'étaient pas authentiques, mais les renseignements qu'on a pu vérifier, moi je suis parti avec Michel Azen là-dessus, c'est les renseignements qu'on a pu vérifier ont montré que tout était cohérent. Voilà. Mais si j'avais demandé à Madame Barthes qui était Chanterac, elle m'aurait peut-être pas dit, elle aurait peut-être pas su, en quelque sorte. Elle aurait dit c'est l'évêque, etc. Puis bon, ça serait arrêté là. Voilà. Donc, il est probable que, pour le coup, pas comme l'a écrit Gérard de Sède, l'abbé Bigou était probablement, avait connaissance de l'histoire de ce dépôt, c'est mon avis, sans problème, sans savoir exactement où, ou comment les choses avaient évolué, parce que ce sont des gens qui sont venus et qui sont passés par Rennes, et probablement c'est lui qui a caché le dossier avec la couverture noire dans la nef, dans le chœur, pardon, sous une dalle dans le chœur, mais pas sous la dalle des chevaliers, et la dalle des chevaliers, contrairement à ce qu'on dit, ne recouvrait pas l'entrée de la crypte. Alors là, bon, c'est très compliqué, mais la crypte existe, c'est sûr, mais ne se trouvait pas à cet endroit-là. Je sais que c'est contesté, notre ami Paul Soursève a un avis différent, mais bon. Ton avis sur les travaux d'Alain Féral, Alors, Alain Féral, oui, alors que j'ai réécouté. Alors, alors, je ne sais pas si j'ai un avis très éclairé sur les travaux d'Alain Féral, parce que Alain Féral, lui, se prêtait à détailler l'ensemble. Voilà, l'arpenteur. Le fou à la ficelle, il se faisait appeler à ce moment-là. Et alors, je ne suis pas compétent, moi, pour... par contre, c'était un dessinateur hors pair. Oui. Alors là-dessus, on peut dire Plantin était dessinateur industriel aussi, d'ailleurs. Pourquoi industriel? Ah oui, oui, bon, bah, il avait le bon tracé, oui. Mais enfin, c'est rien, pas comme une mesure avec ce que pouvait faire Féral. Féral, j'ai fait il y a 2 ans sa biographie, vous savez, avec tous les documents dont j'ai obtenu communication. Oui. Alors j'ai découvert un personnage, on croirait toujours que Féral c'était l'oiseau sur la branche, le poète, l'ami de la place du Tertre. Oui, c'était ça. C'était ça aussi. Ouais. Mais c'était un type extrêmement raisonné, qui planifiait tout. Moi j'ai vu ses archives, je peux vous dire que même moi je n'arrive pas à travailler comme il faisait. C'est-à-dire que c'était au millimètre. C'était, il faisait des photos, il faisait des dessins, il revérifiait, il mesurait. C'était un travail d'orfèvre. C'était un travail d'orfèvre. Alors après, bon, il a donné
quelques interprétations, son histoire. D'ailleurs, il reconnaît à un moment donné qu'elle n'est pas de lui, cette histoire de double église. À un moment donné. Oui, il y a cette idée dualiste aussi. Oui, oui, voilà. Alors, c'est une église à l'envers, une église à l'endroit. Des nardons en blanc, voilà. la tour blanche, la tour noire. Alors, les nardons en blanc. Voilà, exactement. La tour en bas, la tour en haut, oui. Alors là, bon, ça lui appartient. L'échiquier. C'est vrai que moi, je suis pas. Bon, j'aime bien cette ambiance. L'idée d'un peu d'une demeure philosophale. Voilà, j'aime bien cette ambiance, il n'y a pas de problème. Bon, moi, j'ai connu dans les années 70. Alors, j'ai pas connu Cancelier. Oui, j'ai fréquenté j'ai fréquenté Élie Charles Flamand, Bernard Husson, François Trojani, que j'ai connu pendant des années. Oui, qui est mort il y a quelques années. Il habitait rue Cyrano de Bergerac à l'époque. J'ai fréquenté ces gens-là, donc c'était l'Institut Boutard, Trojani, tout ça, l'Institut Boutard. Je ne sais pas tout. Bon, moi, j'ai connu à une période... avec Cravatin et tout ça. Jacques Cravatin. C'était le milieu un peu alchimiste. Ouais, alors ça, c'était peut-être après. Là, moi, je l'ai connu à l'époque de... oui, je parle de 83. C'était en 74, 75, 76. J'ai connu au début, moi, quand même. Il était sur Paris, après, il a été sur Nice. Oui. Mais Trojani, c'était une tête aussi. Ah, oui, ça c'est... D'ailleurs, j'ai quelques-uns de ses livres, j'y comprends rien. Ah oui, c'est compliqué. Je reconnais que... Un de ses derniers livres, mon grand-père Guittier avait fait la préface, d'ailleurs, du livre. J'ai connu aussi, que vous connaissez, là, alors lui, c'était parce qu'il s'occupait de... Comment vous l'appelez il est très âgé maintenant. Il s'occupait de magnétisme, pas de magnétisme, les ondes géophysiques. Non. Le nom m'échappe. Ah. Mais vous connaissez que lui. Les trucs magnétiques au sol pour l'électromagnétisme. Ça, je vous ai parlé de Guittieu. Oui, Guittieu. Voilà. C'est mon grand-père. Oui, voilà. Je l'ai connu aussi. D'accord. Oui, voilà. C'était toute cette mouvance. Il a été fondateur de l'Institut Boutard en 83. Voilà. Donc, je suis pas. J'aime bien moi cette ambiance, mais je ne suis que spectateur de ce côté-là. Je connais, je sais que c'est pas la peine que j'y aille parce que j'ai pas la formation. D'ailleurs, Jean-Luc Chomet et Julien Sandu, il avait demandé des cartes géophysiques de Rennes-la-Château en 76. Voilà. Bon, ces cartes, on ne sait pas où elles sont passées. Ah, d'accord. Elles sont disparues sous la crypte. D'accord. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a sous la crypte? Alors, d'abord, je pense que cette crypte doit dater à peu près de l'époque des voisins, par les seigneurs de voisins, je parle. Qu'elle est de taille tout à fait normale, c'est difficile à définir, parce qu'il ne faut pas confondre entre la crypte et le tombeau des seigneurs. Oui. C'est deux choses différentes. Et effectivement, je pense que souvent on fait la confusion entre la crypte et le tombeau des seigneurs. Je pense qu'effectivement, alors la question c'est la crypte ou les tombeaux des seigneurs? Non, la crypte. Qu'est-ce qu'il y aurait? Aucune idée. C'est très difficile de dire. Par contre, le tombeau des seigneurs, oui, il doit y avoir des sépultures, dans quel état, ça c'est autre chose. Mais oui, la crypte, c'est difficile à savoir. Oui. C'était ton avis personnel. Parce que le problème des reliques, et je ne pense pas que ils en étaient. C'est pas la crypte de Marie-Madeleine. Hein. Non, toutes les églises, j'allais dire. Avant la période romane, avaient des cryptes. Alors, elles n'étaient pas très grandes. Comme on parlait tout à l'heure, j'ai pu visiter la crypte de la chapelle du Dromont, Théopolis, comme on dit, à côté de Sisteron. Elle est petite, elle est grande, 2 mètres sur 3, quoi. C'est à peu près... et en plus, celle du Dromont, elle était encombrée par une grosse pierre. Alors bon, on interprète ça comme on veut. Mais voilà, donc c'est très difficile de dire ce qu'il y a dans cette crypte. Alors cette crypte est probablement plus
plus du côté du chœur, évidemment, puisque l'église a été agrandie, c'est-à-dire on part du chœur, et puis l'église a été agrandie jusqu'au moment où, vers 1650, 1645, 1750, après les dégâts des Huguenots, l'église a été réduite et ils ont fait le presbytère. Hein, voilà. Ils ont recouvert une partie du cimetière de l'époque. Voilà. Sur une conclusion, quel est ton avis sur l'évolution de l'affaire de Rennes-le-Château actuellement? Alors, que tu as connu au début, le problème, c'est que bon, globalement, il y a plein de gens de bonne volonté. Il y a plein de gens de bonne volonté, mais je crois que c'est un peu pas terni. Mais le problème, c'est que les moyens de communication maintenant fait qu'on va trop vite. Ouais, on va trop vite. L'émulation, mais trop. Voilà, on veut tout de suite montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on peut. Avant, pour avoir quand on avait des éléments nouveaux, il fallait faire une publication. Il fallait passer chez un éditeur, il fallait que le bouquin plaise, donc ça mettait du temps. Le bouquin, il sortait pas, ou il sortait modifié. C'était très compliqué. Alors que maintenant, je peux vous dire, hein, le premier du mois, vous écrivez votre bouquin, le 30, il est sorti. Même le 15, il peut être sorti. Je veux dire, maintenant. Ou alors, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est vous mettez ça sur Internet, un film fait très facilement, qui ne coûte rien. Le problème, c'est que c'est pas assez mûri. Sinon, des fois, il y a des bonnes idées. On a trop tendance, je pense, alors ça c'est ma vieille carapace de chercheur de trésors, on a trop tendance justement à croire au chevalier blanc. C'est-à-dire à s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui a la réponse quelque part. Moi, je me souviens, j'ai travaillé longtemps avec Didier Oudinot, j'ai fait plein d'articles pendant 15 ans avec lui dans ses différentes revues, et un jour il me dit, c'est pas un secret de toute façon, il faisait partie des frères, et à la Grande Loge, il demande le dossier Rennes-le-Château. Et dans le dossier Rennes-le-Château, il y avait 2 articles. C'est-à-dire que faut pas trop se prendre la tête pour savoir s'il y a quelqu'un qui en sait plus que vous. Et non, le résultat, c'est le travail que vous procurez vous-même. Alors évidemment, vous êtes toujours le résultat d'une génération, ou même de plusieurs générations. Alors dans le cas présent, de plusieurs générations de chercheurs, même de vieux routiers, qui existent toujours, qui ont publié. Mais voilà, c'est pas assez mûri. On ne réfléchit pas aux tenants et aux aboutissants assez. On va trop au côté il y a quelqu'un qui connaît la réponse, donc voilà, le secret existe. Non, moi je ne me contente pas, je cherche des choses concrètes. Et après, bon, évidemment, on peut les matérialiser ou ne pas les matérialiser, le faire ou ne pas le faire. Bon, ça devient très compliqué pour matérialiser une recherche. Mais c'est le problème ça va trop vite. Allons doucement, nous sommes pressés. Pardon? Allons doucement, nous sommes pressés. C'est tout à fait ça. Ça c'est très. Alors voilà une très belle formule. Voilà, c'est une formule qui correspond tout à fait à la situation. Très bien. Eh bien, merci Michel pour cet entretien. Eh ben, je remercie d'avoir pensé à moi pour avec plaisir. Ce petit. J'espère que je n'ai pas trop encombré l'antenne. Non, pas du tout. Merci.